Bonjour à tous. Cette semaine, Inch'Allah, on va traiter des méthodes itératives pour la résolution des systèmes d'équations linéaires. Jusque-là, les séries 2 et 3, on a rencontré les méthodes directes, qui étaient les méthodes de Gauss, méthode de Lu, méthode de Cholesky et méthode EDM. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un seul exercice, c'est l'exercice 1. Sachant que les deux exercices, donc 1 et 2, se ressemblent très fortement en termes de résolution. L'exercice 1, nous avons donc une matrice 3 fois 3, donc un terme source, et on cherche la solution qui est donc x, le vecteur colonne x, donc c'est x1, x2, x3. Alors là, il y a deux questions. La première question, c'est on vous demande de réécrire le système pour qu'il soit à diagonale dominante. Deuxième question, c'est de calculer les trois premières itérations en utilisant deux méthodes. La méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Et vous allez prendre en fin de compte comme condition initiale le vecteur x0, qui est donc 0, 0, 0. On a mis x0t, t c'est pour transposer, parce que par définition un vecteur c'est un vecteur colonne, et ici vous l'avez écrit sous forme de vecteur ligne. Première question, c'est réécriture du système pour qu'il soit à diagonale dominante. Alors, avant tout, on va donc rappeler la définition d'un système à diagonale dominante. C'est tout simplement que pour chaque ligne, quelle que soit i, de la première ligne à la nème ligne, pour nous n égale à 3, vous avez l'élément qui est sur la diagonale aii, en valeur absolue, est strictement supérieur à la somme des autres éléments de la ligne. D'accord? Donc, la somme des, en valeur absolue, des ij, j de 1 à 3, et j est différent de i, bien évidemment. Donc, si je reviens ici, si je prends la première ligne, l'élément sur la diagonale, donc c'est en valeur absolue, c'est ici, c'est 2, et la somme des autres, c'est 0 plus 10, et on voit très bien que 2 n'est pas supérieur à 0 plus 10. D'accord? Donc, cette ligne-là nous dit que la matrice le système n'est pas à diagonale dominante. Parce qu'il suffit qu'il y ait une seule ligne qui ne respecte pas le critère énoncé pour que tout le système ne soit pas à diagonale dominante. Si je prends la deuxième ligne, c'est pareil. L'élément sur la diagonale, en valeur absolue, c'est 1. Et la somme des autres, c'est 10 plus 0. Et on voit que l'élément sur la diagonale n'est pas dominant par rapport aux deux autres, par rapport à la somme des autres. La troisième ligne, kiff, l'élément sur la diagonale principale, c'est moins 2. Donc, en valeur absolue, c'est 2. Et la somme des autres éléments sur la ligne, je ne comptabilise pas, bien évidemment, le vecteur B. Je travaille uniquement sur la matrice A. Donc, 10 plus 1, puisqu'en valeur absolue, ça fait 11. Et donc, 2 n'est pas supérieur à 11. Donc, là, les trois lignes ne respectent pas les critères. Mais pour vous dire, il suffit qu'une seule ligne ne respecte pas pour que le système ne soit pas diagonale dominante. D'ailleurs, c'était prévisible par rapport à l'écriture de la question 1. La question 1, on vous demande en fait de réécrire le système pour qu'il soit à diagonale dominante. C'est-à-dire que ça laisse supposer que le système n'était pas à diagonale dominante. Alors, comment on fait? Il y a deux possibilités. Soit donc, on va changer les lignes, ce qu'on appelle comme si vous changez les lignes, le système ne change absolument pas, c'est-à-dire c'est le même. Et voilà, on va changer. La première ligne, on va la déplacer vers la deuxième ou troisième, etc. etc. Et la manière la plus générale, c'est que pour que le système soit à diagonale dominante, il faut faire des combinaisons linéaires de lignes. Donc, c'est alpha, un coefficient fois une ligne, plus bêta, un autre coefficient fois une autre ligne, et ça remplace une ligne. D'accord? Donc, en faisant des combinaisons linéaires, on peut toujours arriver à rendre le système à diagonale dominante. Ça, c'est le cas le plus complexe, on va dire. Le cas le plus simple, l'exercice HADA, c'est qu'il suffit de changer de ligne. Donc, regardez bien, on vous dit, le système HADA vérifie la condition à la diagonale dominante. C'est-à-dire que, regardez bien, le 9 ici, donc c'était auparavant la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne est devenue la première ligne. Okay. Ensuite, la troisième ligne, est devenue la deuxième ligne. Et enfin, bien évidemment, ce qui reste, c'est automatique. La première ligne est devenue la troisième ligne. Donc là, on a juste changé les lignes.
Donc, quand on a changé les lignes, on va vérifier qu'il y a une diagonale dominante. Si je prends la première ligne, l'élément sur la diagonale, c'est le coefficient à x1, c'est 10. Et les autres coefficients, c'est moins 1 et 0, parce qu'il n'y a pas de x3. D'accord? Donc, 10 est strictement supérieur à la somme des autres. La somme des autres, c'est 1 plus 0, ça fait 1. D'accord? Donc, c'est ici. La deuxième ligne, l'élément à la diagonale, c'est x2. Donc, le coefficient, c'est 10 en valeur absolue. Je fais la somme des autres. Ça fait moins 1 en valeur absolue plus moins 2 en valeur absolue. Ça fait 3. Donc là, je respecte aussi le critère. Et enfin, la dernière ligne, l'élément de la diagonale, c'est x3. Donc, le coefficient, c'est 10. Et vous avez aussi donc, la somme des autres, c'est moins 2 en valeur absolue. Et comme il n'y a pas de x2, donc c'est 0 coefficient. Donc, les trois lignes respectent les critères de la diagonale dominante. Donc, le nouveau système réécrit est à diagonale dominante. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, lorsqu'on a un système à diagonale dominante, on sait, on est sûr et certain qu'on va converger. C'est-à-dire que le système va aboutir à une solution approchée. Maintenant, si le système n'est pas à diagonale dominante, dans ce cas-là, tout est possible. Soit vous pouvez converger, comme vous pouvez ne pas converger. Donc, vous avez l'exemple de l'exercice d'examen, où le système n'est pas à diagonale dominante. Si vous commencez directement les calculs, vous allez avoir le risque de ne pas converger. Alors que si vous faites la modification dès le départ, vous vérifiez s'il est à diagonale dominante. Et s'il n'est pas à diagonale dominante, vous allez faire les modifications nécessaires pour qu'il soit à diagonale dominante. Là, vous pouvez commencer à faire les calculs, vous êtes sûr et certain de converger. Donc, c'est très, très important. Dans n'importe quel exercice des méthodes itératives, même si on ne vous pose pas la question 1 de la diagonale dominante, il faut vérifier. D'accord? Si le système est à diagonale dominante, dans ce cas-là, vous pouvez continuer directement à faire les calculs. S'il n'est pas à diagonale dominante, dans ce cas-là, vous allez le modifier. Regardez par exemple, si je prends l'exercice 2, un des 3 ici, un des 1 plus 1, ça fait 2, là c'est bon. La deuxième ligne, elle est 5, j'ai 2 plus 1, ça fait 3, c'est bon. La troisième ligne, c'est 6, et 1 plus 2, ça fait 3, donc c'est OK. Donc, là, le système, dès le départ, il est à diagonale dominante. Donc là, je peux faire mes calculs tranquillement. La deuxième question, on vous demande de calculer les 3 premières itérations en utilisant la méthode de Jacobi de Gauss-Seidel. On va commencer avec la méthode de Jacobi. On va écrire d'abord le système récursif, c'est-à-dire la suite qui va me permettre d'aboutir à la solution. C'est-à-dire que la suite elle va converger vers la solution du système. Et donc, alors, sans rentrer dans les détails dans le cours, je vous invite à aller réviser le cours. Comment je peux me rappeler de ces formules-là? Alors déjà, tous les indices qui sont donc à droite du signe égal, c'est K. C'est l'indice K. Et tout ce qui est à gauche, c'est l'indice K plus 1. Alors, comment je peux écrire la première ligne? Regardez bien. Je vais récupérer mon système ici. Pour la première ligne, je vais laisser l'élément à la diagonale x1 à gauche et le reste à droite. D'accord? Je vais avoir x2. D'accord? x2 plus 9 sur 10. Voilà. x2 plus 9 sur 10. La deuxième ligne, je vais laisser l'élément à la diagonale principale, x2, à gauche, et je vais passer les autres éléments à droite. Je vais avoir x1 plus x2, pardon, x1 plus 2x3 plus 10 sur 10. C'est ce que je trouve ici. La troisième ligne, c'est la même chose. D'accord? K variant de 0 à 2. À 2, c'est les formules de calcul. Je les retrouve ici, bien évidemment. Et je vous conseille, en fin de compte, pour faire vos calculs, de construire un tableau où vous avez l'indice K ici qui va varier de 0 à n. Et puis, vous avez ici la solution x, donc x1, x2, x3. Vous allez faire vos calculs. La première colonne k égale à 0, ce n'est pas une itération, c'est juste la valeur initiale. On vous a dit qu'il faut prendre la valeur 0, 0, 0. D'accord? Donc, on va faire le premier calcul. Ici, pour k est égal à 1. C'est ce que j'appelle 1. En fin de compte, c'est la première itération. Donc, je vais utiliser le k ici, je vais utiliser la colonne précédente. Et le résultat, c'est le k plus 1. D'accord? Donc, si je prends le x1 de k plus 1, ça va être x2 de k plus 9 sur 10. C'est quoi le x2 de k? C'est x2 est ici, celui qui le précède, t k plus 0. C'est 0.
Donc, je fais 0 plus 9 sur 10, ça fait 9 sur 10, ça fait 0,9. D'accord? Maintenant, je prends la deuxième ligne, x2k plus 1. Le 1. Ça va être égal à x1 plus 2x3 plus 10 sur 10. Et x1, x3, c'est la colonne précédente. Donc, le x1, c'est 0. Le x3, c'est 0. Donc, ça va être 0 plus 2 fois 0, ça fait 0, plus 10 sur 10, ça fait 1. Ici. Et l'élément ici, d'ailleurs, le x3 de k plus 1, ça va être 2x1, l'étape précédente, plus 7 sur 10. L'étape précédente, c'est 0. Donc, ça fait 7 sur 10, ça fait 0,7. Pour la deuxième itération, vous allez avoir, donc ici, je vais utiliser les données, ماشي 0, mais je vais utiliser le 1, juste avant. Donc, si je prends le x1k plus 1, ça va être le x2 précédent, donc c'est 1 d'ailleurs, plus 9 sur 10. Donc, ça fait 10 sur 10, ça fait 1. Pour le x2k plus 1, ça va être donc le x1 précédent, donc ça fait 0,9, plus 2 fois x3 précédent, ça fait 2 fois 0,7, plus 10 sur 10. Ça me donne 1,23 double 0, etc., etc. Au bout de la troisième itération, vous avez le résultat qui correspond à 3 itérations. Donc, le vecteur x, la solution, c'est x1, x2, x3, donc c'est 1,0230, 1,02760 et 0,9000. C'est ça la solution approchée. Voilà, on l'appelle approchée parce que les méthodes itératives vous donnent toujours une solution approchée, contrairement aux méthodes directes qui vous donnent des solutions exactes. On va utiliser la deuxième méthode, qui est le Gauss-Seidel. Le système récursif, d'accord, les formules de calcul sont les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est qu'on voit apparaître des k plus 1 à droite, du signe égal. D'accord? Alors, comment ça se passe? Regardez bien. Si je prends le premier élément, x1, k plus 1, je vais le calculer en fonction de x2, de k, etc. Tout à fait normalement, qui met la méthode de Jacobi. Donc, c'est le même résultat trouvé pour Jacobi. Par contre, pour x2 de k plus 1, au lieu d'utiliser x1 de k, ce que j'ai fait pour Jacobi, je vais utiliser le x1 le plus récent, celui qui a été mis à jour, c'est-à-dire que c'est le x1 k plus 1 que j'ai calculé avant, la ligne d'avant. Maintenant, le x3, mais je ne peux pas utiliser x3 k plus 1 parce que j'ai mort x2. D'accord? Donc, je vais le laisser en k. Plus 10 sur 10. Maintenant, x3 de k plus 1, le x1, je vais utiliser la valeur la plus récente, donc c'est x1 k plus 1. Bon, je n'ai pas x2. Donc, quand j'avais x2, j'aurais utilisé x2 k plus 1. D'accord? Plus 7 sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments, les qabl x3, je vais les mettre à jour. Donc, ça va être k plus 1. Et tous les éléments les mots x3, comme par exemple vecteur 10, c'est-à-dire 10 inconnus, x4, x5, x6, x7, je vais les laisser xk. D'accord? Donc, là, typiquement, imaginez par exemple comme un système 10 x 10. On dit, je suis la ligne x7. Donc, tout ce qui est donc 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire x6, x5, x4, x3, x2, x1, ça va être l'indice k plus 1. Et tout ce qui est au-dessus de x7, c'est-à-dire x8, x9, x10, ça va être des k. Donc, vous devinez déjà maintenant, entre les deux méthodes, Jacobi et la Gauss-Seidel, quelle est la méthode qui va converger le plus rapidement. On fait le calcul, qui m'a la même chose qui m'a Jacobi, sauf que, bon, on va essayer de faire la première ligne. Regardez bien. La valeur initiale, c'est 0, 0, 0. Alors, le x1 k plus 1, qui m'a Jacobi, ça va être x2, je vais utiliser la formule x2 plus 9 sur 10. Donc, ça va être 0, c'est la valeur précédente, 0 plus 9 sur 10. Ça fait 9 sur 10, ça fait 0,9. Le changement, c'est Naya. Le x2 k plus 1, le x1 Jacobi, c'était à la puissance k, et là, c'est à la puissance k plus 1. Ça veut dire quoi? Jacobi, vous avez utilisé le 0. Et là, non. Et là, je ne vais pas utiliser le 0, je vais utiliser celui qui est juste là, que je viens de calculer. Donc, c'est le 0,9. Donc, vous allez avoir 0,9 plus 2 fois 0, plus 10 sur 10, ça fait 1,0900.
Pour la troisième ligne, Jacobi, vous avez utilisé 2 fois 0. Et là, non, tu utilises 2 fois 0,9000 plus 7 sur 10. Et vous avez 0,88 de plus 0. Donc, quand j'ai une ligne en fonction de x2, j'aurais utilisé 1,0900. D'accord? Donc, je vous laisse refaire tranquillement chez vous. Et j'obtiens, en fin de compte, la solution qui a après 3 itérations, c'est 1,0277, 1,2831, 0,90, 55. D'accord? Et bien évidemment, la solution Henle ou celle de Jacobi ne sont pas les mêmes. Elles sont proches, c'est vrai, ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est de comparer les deux méthodes, donc les deux solutions trouvées avec Jacobi et Gauss-Seidel. Les comparer comment? Comparer par rapport à une référence. La référence indique, c'est la solution exacte. Alors, très généralement, on va vous donner la solution exacte. D'accord? Je vous donne un exemple ici, exercice 2. Regardez ici. En bas, on vous a donné la solution, la question 2. Alors, si on ne vous donne pas la solution, il faut la calculer. Il faut la calculer vous-même avec l'une des méthodes que vous connaissez, soit c'est Gauss, LU, Cholesky, TDMA. Bon, ici, on ne peut pas le faire avec Cholesky ou la TDMA parce qu'on n'a pas des matrices symétriques ou des matrices tridiagonales. Le meilleur moyen, c'est avec la méthode LU. D'accord? Maintenant, je vous donne directement le résultat. Vous avez donc la solution exacte, c'est celle-ci. Maintenant, on va comparer. Si vous mettez côte à côte la solution exacte, Jacobi, solution avec Jacobi, la solution avec Gauss-Seidel, vous allez comparer visuellement, ou là, en faisant les écarts. Vous allez trouver que c'est Gauss-Seidel qui est plus précise, qui est plus proche de la solution exacte. Donc, puisqu'on a pris les mêmes nombres d'itérations pour Jacobi et Gauss-Seidel, il faut prendre le même nombre d'itérations. On constate, voilà, on conclut que les Gauss-Seidel convergent plus rapidement que Jacobi. D'accord? Et ça, c'est logique parce qu'en fait, Gauss-Seidel, il actualise au fur et à mesure, instantanément, en temps réel, les variables calculées. Donc, si je calcule x1, k plus 1, je vais l'injecter directement dans la deuxième équation. Le deuxième, je vais l'injecter directement dans la troisième équation, etc., etc. Alors que Jacobi, non. Jacobi, il est relativement statique. Donc, si vous avez généralement, on vous demande de calculer avec les méthodes itératives, il est préférable d'utiliser la méthode de Gauss-Seidel. Maintenant, très généralement, ce qu'on vous demandera avec les exercices à dos, c'est tout simplement de faire les calculs avec les deux méthodes et de comparer. Et le résultat sera toujours le même, c'est que Gauss-Seidel, c'est plus rapide, ça converge plus rapidement que Jacobi. Pour le même nombre d'itérations, bien évidemment.